Bonjour tout le monde, c'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que je vous présente Babelut qui a très envie de jouer. Donc il va pas rester avec nous pour la vidéo. Mais c'était le lancement de vidéo idéal, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Alors, j'ai demandé, je fais un appel à questions sur Instagram pour pouvoir faire des questions-réponses en vidéo. Parce que je trouve ça cool à regarder chez les autres. Parce que peut-être j'en ai marre de venir avec mes propres sujets tout le temps et j'étais un peu à court d'inspiration. Et parce que ça permet d'aller dans des directions tout à fait différentes et que c'est assez léger et agréable comme format. Je dois avouer que j'ai pas eu des tonnes de réponses. Du coup, j'ai un peu quémandé, j'ai fait bouh, personne ne m'aime, c'est trop triste, je suis pas une influenceuse. Et donc, il y a des personnes qui m'ont soumis genre 10 questions. Alors, j'ai une liste de 18 questions. Et je remercie les personnes qui ont pris à cœur mes blessures de l'ego et mes grands boubous. J'ai organisé un petit peu les questions pour avoir un peu de rythme dans la vidéo d'aujourd'hui. Je ne vais pas toutes les traiter maintenant. Mais varier un peu les sujets, mais quand même avoir une certaine cohérence, parler de tarot et aussi d'autres choses avec des alternances. Ce qui fait qu'on commence par... Boum boum. Question numéro 1. Ta carte de tarot préférée en général et pourquoi? Je l'ai mise derrière hein, parce que c'est plus simple la mettre en décoration. C'est le monde. Pourquoi le monde? Sur les 78 cartes qui font un tarot, au même titre que j'aurais pu choisir peut-être le fou, qui a cette capacité aussi à se jeter dans le vide et donc à franchir les étapes entre chaque carte. Le monde, c'est l'intégration des leçons du tarot et puis en même temps la désintégration parce que dès qu'on a terminé le cycle du monde et qu'on est dans ce moment de plénitude, d'accomplissement, d'intégration, ça se dissipe et on est prêt à passer à autre chose, à tourner la page. Les cycles du monde, c'est rarement genre c'est bon, t'es au sommet de ta life, t'as tout réussi. C'est généralement des choses qui vont se manifester dans certains aspects de nos vies et pas tous. Et donc j'aime le côté complet de cette carte, le côté très intégré, le côté c'est un objectif et c'est très très rare. Et heureusement que ce soit quelque chose qui soit une réalité complète, totale, etc. Et donc cette leçon aussi de faire un ensemble, de relier les éléments, d'être en phase avec eux, d'être en phase avec ce qui est au-delà, ce qui est en dessous, ce qui est à l'extérieur, ce qui est à l'intérieur. Et puis en même temps de savoir qu'il ne faut jamais se reposer là-dessus. Ici on a, comme pour beaucoup, on a l'ouroboros qui entoure le personnage. J'en ai pas ici, mais dans des visions plus classiques, on va avoir la couronne de laurier, mais il ne faut pas se reposer sur ces lauriers, c'est aussi la leçon du monde. Et donc pour moi, c'est une carte très très riche qui permet aussi de se dire quand on a l'impression d'avoir compris quelque chose sur une carte de tarot, d'avoir vraiment bien saisi ses enjeux, etc. C'est très bien, c'est qu'on a intégré un certain nombre d'éléments par rapport à cette carte, mais c'est à ce moment-là qu'il faut aussi avoir l'humilité. Et c'est chaud, l'humilité, c'est pas facile, quoi. De se dire, ok, je laisse tomber presque tout ça, ou bien juste les intègre, je trouve une place, mais je vais plus loin. Si on a appréhendé les cartes à un niveau très personnel, c'est peut-être le moment d'en faire une lecture plus sociétale, ou bien si on a été à un niveau très théorique, c'est le moment de passer à une appropriation de la carte au niveau personnel, tous ces trucs-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai le monde qui est tatoué ici, avec les éléments, les 4 suites du tarot sont sur le reste du bras, mais là j'ai le monde. C'est mon premier tatouage en plus. C'est la carte du monde dans le Wild Unknown Tarot. C'est quelque chose qui me rappelle tous les jours. Je vous rassure, j'y pense pas tous les jours quand je regarde mon tatouage. Ça me rappelle d'être entière, de me donner à fond. Ça me rappelle aussi que j'ai des priorités dans la vie, des choses auxquelles je veux plus me consacrer que d'autres, et que c'est facile pour moi parce que c'est pas une solution de faciliter ces choses-là, de les mettre sous le tapis, et que c'est aussi quelque chose qui demande de les excaver, de les mettre en avant.
Et c'est aussi quelque chose qui me rappelle l'importance des engagements sociaux et qu'on ne lit pas le tarot exclusivement au niveau individuel. Le niveau individuel n'existe jamais comme quelque chose d'exclusif, mais on lit le tarot dans un ensemble aussi bien alchimique et historique et blablabla, que aussi un ensemble qui fait de nous des personnes qui sommes dans le monde, qui sont dans le monde à l'heure actuelle. Oui? Oui, tu veux... T'es accro à la caméra. Dis-le tout de suite, hein. Non, c'est la litière qui lui fait de l'œil. Je reviens. Voilà, je pense qu'on va conclure de cette interlude félin. Voilà, elle est très satisfaite, elle a répondu à ses besoins, que c'est le moment de passer à la question suivante. Et regardez ce petit chat qui a été récupéré à la campagne, qui était une petite sauvageonne, ça fait 4 jours qu'elle est là. Elle me la sert déjà parce que c'est une chef. Et elle a tout compris au fonctionnement de la litière et tout le reste. Et aussi comment réclamer à manger à mes pieds pendant que je fais des vidéos. Oh, tellement adorable. Question 2. Tadadam. Comment définis-tu le féminisme? La personne qui m'a posé cette question, elle me l'avait déjà posée en message privé il y a super longtemps. J'étais en mode, je te répondrai à l'oral parce que c'est important comme question, mais ça peut tellement partir dans toutes les directions qu'à ce moment-là, je ne me voyais pas comment répondre. Et donc, je te remercie de t'être accroché, de m'avoir reposé la question plus tard. Je crois que c'est le bon moment. Je me sens prête. Je crois que la question me fait un peu peur, ou qu'elle me faisait peur à l'époque, parce que j'ai souvent dû y répondre dans ma vie, et en particulier dans ma vie professionnelle, et que parfois dans la vie professionnelle, on doit faire des réponses soit trop brèves, soit trop complètes, soit très consensuelles, et qu'en fait, j'imagine que j'ai aussi, à ce stade, le droit de prendre cette question comme juste quelque chose de personnel et auquel je peux répondre brièvement. Comment je définis le féminisme? Je ne définis pas le féminisme comme une question d'égalité. Parce que c'est comme les critiques que je peux faire du concept d'inclusivité, etc. J'ai l'impression que ces concepts-là demandent toujours qu'on prenne une référence, une norme, un groupe dominant auquel on a envie d'accéder, de s'identifier, etc. Et que donc, il s'agirait de garder quasiment tous les rapports de force comme ils sont maintenant, en tout cas on pourrait le faire, et d'accéder au même niveau que les dominants, en l'occurrence, si on prend le féminisme dans sa version la plus stricte, que les femmes soient au niveau des hommes, une version très très stricte, c'est pas forcément celle, pas du tout celle à laquelle j'adhère. Et donc pour moi, l'idée c'est plus une question de justice, ce qui nécessite aussi, par exemple, dans le cas de la justice Andy, ça nécessite de livrer des aménagements, que la société s'investisse d'autant plus pour les personnes handicapées, puisqu'elle favorise à tous les niveaux les personnes valides. Et donc on a ça dans cette idée de justice, cette idée qu'il faut vraiment changer le moule et que ça demande un effort de parvenir à cette justice-là. Après, l'exemple que j'ai pris est peut-être un mauvais exemple parce que c'est un exemple qui fonctionne bien pour les changements qu'on veut tout de suite. Maintenant, mon idéal, c'est que les choses, elles bougent vraiment en profondeur. Et du coup, ça demande que tombent les rapports de pouvoir, ça demande qu'on cesse de s'en accommoder. Quand je parle des rapports de pouvoir, c'est que je crois que le féminisme ne doit jamais... Oh, ce chat est tellement mignon. Féminisme pour les chatons. Le féminisme ne doit jamais exclusivement s'intéresser à la question des hommes et des femmes, à la question même des genres, ni même à la question des sexualités, mais qu'elle doit comprendre comment tout ça s'articule. Pas juste va s'imbriquer dans la vie de chacun des individus, mais va vraiment s'articuler aussi au niveau des rapports de pouvoir. Et donc mon féminisme est forcément anticapitaliste, il est anti-grossophobie, il est évidemment antiraciste, il prend en compte les questions de classe. C'est bien beau d'être anticapitaliste, mais il faut aussi viser ça, les questions d'âge, de handicap, de convictions religieuses, etc. etc., etc. Donc c'est un féminisme qui n'est pas au sens strict
comme on a pu l'entendre très longtemps. Et donc il demande vraiment radicalement un changement total, un changement social, sociétal total, radical, voire révolutionnaire, mais tout dépend ce qu'on entend par révolutionnaire. Et ça demande aussi l'abolition des hiérarchies et des institutions qui font en sorte de perpétuer les injustices. Donc on en parle beaucoup en ce moment, on parle de la police, on parle des prisons, mais pour moi ce serait quand même encore plus large que ça. Il faudrait revoir entièrement la façon de créer, de partager du savoir. Il faudrait interroger c'est quoi les gouvernements, est-ce que c'est vraiment des choses pertinentes, est-ce que ça fonctionne bien à l'heure actuelle, et donc comment on crée vraiment une justice qui aussi ferait pas semblant qu'il n'y a pas de hiérarchie, mais essaierait au maximum, puisque on le voit, nier les différences, souvent c'est ne pas pouvoir s'attaquer à la racine du problème et s'attaquer au système, puisque si on fait semblant qu'on est tous pareils, il n'y a plus de problème, sauf que ça ne change pas au fait que les problèmes sont toujours là. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui dire dans l'idéal il n'y aurait pas de hiérarchie, c'est pas mettre des caches sexes sur les hiérarchies telles qu'elles sont aujourd'hui, mais c'est vraiment essayer de les comprendre tout le temps. Et donc mon féminisme, il se joue au niveau individuel, il se joue au niveau collectif, il essaie de comprendre les interactions. On comprend bien qu'on est dans un monde néolibéral et ultra-individualiste et que l'individu, c'est une construction sociale. Et que c'est les systèmes qui façonnent, qui créent l'individu, ce qu'on peut appeler des biopolitiques qui font qu'on intègre assez fort les pouvoirs. Et du coup, comme cette catégorie, elle existe, même si elle est forgée, comme toutes les autres, hein, comme la race, le sexe, le genre, c'est des catégories qu'on crée, nous, en tant qu'humains, et que le système crée. Je vais déjà commencer à perdre le fil. Mais donc, du coup, je pense que c'est important de prendre en compte le niveau individuel, parce que même si c'est une construction, il est là, mais de vraiment mettre l'accent sur le collectif, sur les liens communautaires, sur les systèmes de pouvoir, et d'essayer de sortir au maximum. Et c'est dur, on le voit quand on est en train d'essayer d'avoir des débats féministes, en particulier sur les réseaux sociaux et tout, de pas juste aller tacler les gens, les attaquer personnellement, etc., mais de continuer à toujours voir le pouvoir et voir les alliances qu'on peut créer, comment on se met ensemble, etc. Donc, la théorie de mon féminisme, autant vous dire que c'est bien beau de dire tout ça, c'est beaucoup plus compliqué en pratique. J'ai beaucoup de choses qui sont encore en chantier, sur lesquelles je dois travailler. Je jouis aussi de beaucoup de privilèges. Je suis blanche, je suis issue de la classe moyenne, etc. Mais en tout cas, c'est des idéaux et c'est des moteurs. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là et qu'il ne faut pas croire qu'il y a une espèce de pureté militante et qu'il y a des gens qui le font mieux que les autres, qui sont là depuis plus longtemps ou je ne sais pas quoi. Je milite plus sur le terrain depuis beaucoup d'années. Je me définis comme artiste, comme artiviste, parce que dans mes pratiques quotidiennes, créatrices, poétiques, etc., je vais ramener beaucoup de ce que l'activisme m'a appris, de mon regard d'activiste, et je vais essayer de ramener ce changement social à travers ça. Ce qu'on me dit souvent, ça fonctionne, parce que j'ai souvent des retours sur le fait de parler de la grosseur, ou simplement de montrer mon corps gros, de parler différemment que les messages sociétaux de mon corps gros, etc. Ça change beaucoup les perceptions que les gens se font de leur propre corps, du corps des gros. Ça change aussi les possibilités de se rassembler en tant que personne grosse, etc. Donc pour moi, artiviste pour ça, alors il y a un côté très performatif dans tout ça. Non, je ne suis pas toutes les manifs et je ne suis pas non plus une très grande convaincue du fait que les manifs, c'est la seule façon de faire de la politique. Mais voilà, c'est là que je me positionne, quoi. Donc je n'ai pas du tout la prétention d'y être arrivée, que ce féminisme est pas... pas en construction, c'est des choses qui évoluent, c'est des choses qui sont faites pour se remettre en question, et c'est pas facile de se remettre en question, et voilà. Et le féminisme est quand même pas... C'est difficile, j'ai parfois des problèmes avec le fait de me dire féministe. Il y a des moments où je me sens plus... c'est pas une question de se sentir, mais où politiquement je trouve que les questions queer sont plus pertinentes. Il y a des moments où j'ai l'impression que
qu'elles s'épuisent et que les reproches qu'on leur faisait déjà il y a 30 ans continuent de s'appliquer, hein, sur le côté justement qu'on va être que dans la performance ou dans l'artistique et des trucs comme ça, et qu'on va pas penser la réalité du corps, ce que les rapports de pouvoir ont de matériel, etc. Donc c'est vraiment des questions que je me pose en permanence, et j'aurais voulu te définir mon féminisme en une phrase, alors je vais essayer de le refaire pour conclure. Mon féminisme, c'est se battre pour plus de justice sociale, et c'est vouloir que tous les rapports de pouvoir, tous les rapports de domination qui existent à l'heure actuelle, avec aussi leur contexte historique, tombent, et c'est s'inscrire dans le présent, parce que dans le présent, ces effondrements des systèmes de pouvoir, qu'on sent déjà, ont des gros effets sur nos communautés, sur comment on s'entraide les uns les autres, etc. Et donc il ne s'agit pas que d'idéaux ou de révolution, mais il s'agit aussi de faire la différence maintenant. Et c'est très difficile, on le voit dans beaucoup de mouvements féministes où il y a des graves rapports de pouvoir, du grave harcèlement, des graves conneries de merde. Et donc c'est la preuve qu'il faut aussi une autocritique permanente, et que l'autoréflexivité, pour moi, est au cœur du féminisme. Mon petit chat s'est endormi pour m'écouter parce qu'elle trouve ça trop passionnant, le féminisme. Elle a 2 mois et elle a déjà découvert ce qu'elle allait faire. Ou peut-être qu'elle se dit que les humains sont vraiment bizarres. Ou peut-être qu'elle regarde mes pieds parce qu'elle va les attaquer. J'ai des collants, hein, je vous rappelle. Hein. Alors, ça c'est dans la lignée de la question précédente. Aurais-tu des conseils pour sensibiliser des jeunes enfants au féminisme? C'est super dur comme question, meuf. C'est difficile parce que j'ai pas d'enfants et que j'en veux pas, et donc j'ai pas dû me poser les questions de la même façon que des gens qui veulent être parents, qui sont parents, et j'ai pas l'expérience de comment les enfants intègrent le sexisme, l'obligation à être cisgenre, l'obligation à l'hétérosexualité, etc. dès leur plus jeune âge. J'ai peut-être un peu de connaissances théoriques sur le sujet dans la pratique, même si je suis en contact avec des enfants, bien sûr, mais je n'ai pas le même regard que le regard d'une parente, donc déjà c'est peut-être un peu difficile pour moi. Parce que là, la question, c'est de sensibiliser les enfants. C'est les jeunes enfants, c'est ça que tu dis, Chouke. Les jeunes enfants. Pour les jeunes enfants, je trouve que c'est un peu difficile de sensibiliser. C'est plus important d'essayer de montrer l'exemple. Et donc, par exemple, vraiment l'exemple typique, hein, quand on voit un jeune garçon assigné garçon à la naissance, on va dire au bébé assigné garçon, oh il est robuste, il a l'air fort, oh il est déjà grand, bon qu'il est costaud. Et on va dire aux petites filles, ah elle est jolie, elle est calme, elle est gentille. Bien sûr, c'est des gros clichés. Dans la vie, on est quand même un petit peu plus complexe que ça, et on est un peu sensibilisé à ça. Mais enfin, en même temps, la pression sur les jeux genrés. Les garçons, c'est le bleu, les filles, c'est le rose. Entre nous, juste une idée, ça date que d'il y a 100 ans, hein, cette séparation entre le rose et le bleu, quoi. Hein. Donc mais on est comme ça avec des trucs vraiment immuables qui créent vraiment le genre, et qui créent les différences, et qui fait qu'on intègre, par exemple, quand on est une petite fille, il faut qu'on soit calme, que la beauté, ça va être notre cheval de bataille, et qu'on va s'investir avant tout là-dessus dans la vie, alors que les garçons, on leur apprend à être assertifs et forts, et qu'ils peuvent être bruyants, etc. Et je dis pas que c'est quelque chose à quoi il faut aspirer, seulement ça crée les rapports de pouvoir. C'est ce que je dis quand je dis je cherche pas l'égalité, j'en ai rien à foutre d'être bruyante et de prendre toute la place et d'être au sommet d'une grande entreprise. Mais je vais y arriver. Donc voilà, j'ai perdu le fil, mais il y a vraiment toutes ces petites choses sur lesquelles c'est important de faire attention. Je trouve aussi que c'est important, au fur et à mesure de l'évolution des enfants, de ne pas être, pour moi, hein, de ne pas être trop strict là-dedans. Parce qu'il faut aussi faire confiance aux enfants, sinon c'est de l'agisme. De pouvoir faire leur propre choix, et d'un moment démêler toutes les injonctions sociales. Par exemple, je trouve que exemple typique, hein, de la meuf qui a 36 ans qui sait pas ce avec quoi vivent les enfants. Genre, si, la Reine des Neiges. Si ta gamine, elle veut un truc d'Elsa ou d'Anna ou je sais pas quoi, et tu vas faire, ah non, parce que c'est des poupées qui sont ceci, cela. Alors, il y a plein de problèmes avec tous ces trucs, mais les priver de ces choses-là,
avec, je sais pas, la pression les perd, ou même pas, juste le fait que ça les inspire, qu'on les voit partout, qu'elles en ont envie. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui est utile. Je pense que c'est plus important d'accompagner les enfants et d'accompagner des raisonnements critiques, etc., que de leur interdire des choses, de vouloir à tout prix effacer le genre, parce que, parce que malheureusement, on ne vit pas dans une société où le genre est nulle part. Et donc voilà, ça c'est vraiment à chacun de faire sa popote. Après, je trouve ça formidable qu'il y ait des gens qui essaient d'élever leurs enfants avec le plus de résistance possible aux injonctions de genre et tout. C'est vraiment formidable, c'est super important. Et sinon, la question de la sensibilisation vraiment au genre des jeunes enfants, moi je la vois plus dans mon expérience se passer vers 5, 6 ou 7 ans, quand on a vraiment des enfants qui vont... Une gamine, elle va apprendre à 5 ans qu'elle est trop grosse, peut-être parfois maintenant plus tôt, même si elle est mince. Et donc, aussi, c'était ça que je voulais dire tout à l'heure, quand on apprend aux filles à être belles, je sais pas si vous avez déjà vu ça, moi je connaissais quelqu'un, elle disait à sa nièce tout le temps, c'est qui la plus belle? C'est toi la plus belle, c'est la plus belle, il faut être mieux que les autres filles. Les garçons on s'en fout, enfin ceci dit, il y a toujours le regard hétéro derrière tout ça. Hein. Et donc il y a aussi cette idée de compétition entre les filles qui font qu'elles vont super vite se dénigrer et intégrer les messages selon lesquels on est nul et tout. Donc on a aussi une responsabilité de sensibiliser les filles à ça, à leur donner de la confiance, sur les questions justement de beauté, de normes corporelles, d'attente au niveau des corps, de les soigner, de les aider, de les protéger, de ne pas contrôler leur alimentation, d'être douce par rapport à tout ça, etc. Par rapport aux garçons, c'est encore plus difficile et je connais pas beaucoup de petits garçons en plus, parce que la société leur apprend tout le temps à être sexiste, à être dominant. Et donc le travail est tellement plus important pour, pour, pour faire d'eux des traîtres au système de genre qui en fait les valorise, mais les valorise au mépris de tout le monde et souvent aussi ils en font les frais, même s'ils en font pas les frais d'une façon aussi terrible que le feront les meufs. Et puis je pense que c'est vraiment important de les sensibiliser à la diversité des genres et au fait qu'il n'y a pas que deux genres et au fait d'être respectueux par rapport à tout ça et tout. Mais là je suis en train de me perdre parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'exemples concrets et je fatigue déjà un peu au bout de 20 minutes, vous me connaissez. Cependant j'avais vraiment envie de répondre à la question suivante au minimum. La personne m'avait donné un petit peu plus de détails en MP, mais la question se suffit déjà elle-même. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partager tes recherches et tes articles au début de ton blog? Derrière tout ça, il y a vraiment la question de la transmission, du partage d'expériences, du partage de vécu, du partage d'analyses politiques, etc. Qui sont des questions que j'adore me poser, sur lesquelles je pourrais débattre pendant des jours et des jours. Donc je vais essayer d'être brève sur la genèse de mes blogs parce que je pense que j'en ai déjà parlé. Au début, j'avais en parallèle mon blog, qui était un Tumblr. J'ai supprimé Tumblr pour des raisons idéologiques. Mais c'est là-dessus que j'ai commencé à partager mes textes sur la grossophobie. La plupart, c'était des trucs que j'écrivais à l'époque. J'étais encore sur Facebook, que j'écrivais sur Facebook. Ça me permettait de les diffuser et de les relayer plus largement. J'avais pas encore fait mes zines. J'ai ouvert mon blog sur le tarot en 2016. À l'époque, c'était vraiment un besoin d'écrire sur le tarot féministe et queer. Mais j'avais pas encore vraiment connecté les trucs où j'étais trop débutante dans le tarot pour voir à quel point c'était vraiment entremêlé avec la question de la grosseur. Et ça, c'est une chance qui m'a été donnée début 2018 par Beth de Little Red Tarot qui m'a demandé d'écrire une chronique sur grossir le tarot en anglais pour Little Red Tarot. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à mieux se mettre ensemble. Donc, sur mon Tumblr, sur la grosseur et ce que j'écrivais à l'époque sur les réseaux sociaux, c'était plutôt la prolongation du travail militant qu'on fournissait dans Fat Positivity Belgium, qui est un mouvement que j'ai cofondé avec plein de gens badass, des gens badass qui en partie font encore vivre FatPo aujourd'hui. Donc checkez ça, elles ont surtout une page Facebook.
Et donc, c'est plutôt dans cette continuité-là que j'écrivais sur des questions militantes liées à la grosseur. La question du tarot, c'est arrivé à un moment où j'avais besoin de me poser par rapport à beaucoup de choses, où j'ai beaucoup décroché par rapport à la sociabilité en général et au militantisme, au fait d'être actif dans des groupes et tout ça. C'est surtout arrivé à un moment où je commençais à avoir des poussées de mon syndrome des lèvres dans l'os qui était de plus en plus importante et j'arrivais plus à jongler entre plein de choses différentes. Et j'ai fait les cours de Little Red Tarot, et parmi les propositions que Little Red Tarot faisait pour apprendre le tarot, c'était de partager ses analyses sur des blogs, les analyses des cartes et tout, et donc c'était une super bonne idée. Et j'ai ouvert mon premier blog en 2004 ou en 2005, en 2004 quand je partais en Erasmus. Donc je suis vraiment de cette génération-là. Je sais que maintenant on fonctionne plus trop comme ça, c'est triste, mais donc ça avait complètement du sens pour moi quoi, de partir sur cette voie. Et j'étais amoureuse de tout ce qui se faisait sur Little Red Tarot. J'étais vraiment genre, le tarot c'est inutile si c'est pas féministe et queer pour moi. Et si je regardais des trucs en français, il n'y avait rien qui était féministe et queer. Et j'y arrivais pas en mode ouais, je vais faire la bonne parole et tout. Mais j'étais genre, il faut créer un mouvement, il faut commencer à lancer ce genre de réflexion. Et c'est important pour moi. Bien sûr, ma spiritualité. À l'époque, c'était pas tellement spirituel pour moi le tarot, mais la façon de faire le tarot, c'est beaucoup plus large que le féminisme et le queer, mais j'avais vraiment envie de réfléchir à ces intersections-là. Au début, je partageais surtout des analyses de cartes, mais en faisant aussi toujours le lien avec les expériences personnelles, politiques, etc. Et puis, une fois que j'ai commencé, j'ai mis le doigt dans l'engrenage parce que j'ai dû écrire grossir le tarot pour Best. J'ai de plus en plus réussi à faire les liens entre les questions de grosseur, d'antigrossophobie, de haine des gros, de lutte contre la haine des gros, de normes corporelles, de théories d'organisation queer et féministe, et le tarot. J'avais envie de dire plein de trucs et du coup mon cerveau est en train de partir dans plein de choses. Peut-être c'est important pour avoir un peu le background de cette expérience-là. Donc il y a déjà une chose, c'est que je travaillais dans une association féministe pendant plus de 10 ans et que tout mon parcours professionnel, je l'ai fait dans l'associatif féministe. Et donc il y a aussi quelque chose de très naturel ou dans la continuité de ce que j'ai toujours fait, de ce que j'ai toujours voulu faire. Quand je fais ce genre de choses, c'est pas quelque chose qui me demande de mouiller, d'une super grande prise, d'un super grand danger ou quelque chose comme ça. C'est vraiment la continuité. Et par contre, peut-être qu'afficher des questions de spiritualité et de tarot dans les milieux féministes, ça passait bien dans les années 70. Maintenant, c'est peut-être un peu plus difficile. Et en même temps, c'est terriblement important. Et en même temps, j'ai toujours le privilège blanc qui fait que c'est plus facile pour moi de parler de spiritualité, paganisme, etc., que c'est pour une femme voilée d'être dans les milieux féministes ou de parler de religion, en particulier l'islam, etc., etc. Bon, bref, je m'éloigne, mais j'avais envie de faire le lien avec les questions précédentes. Ça a toujours été un truc, même quand j'écrivais que pour moi, que j'écrivais pas encore sur les blogs ou que j'écrivais sur des petits blogs de façon complètement anonyme, c'est que l'intime soit politique. Enfin, l'intime est politique, tout comme le personnel est politique. La première fois que j'ai essayé de tourner cette vidéo, j'ai voulu expliquer les trucs sur l'histoire des mouvements sociaux, du féminisme et tout, je me suis perdue. Donc je vous donne ça comme ça, si vous savez pas ce que ça veut dire, dites-moi, je vous donnerai des liens. Et je déteste dire googler, parce que dire genre Google est ton ami, non, Google n'est pas ton ami, hein. Google est méchant, Google c'est un connard, Google il veut tes données, Google il veut te contrôler, Google c'est une grosse entreprise capitaliste, c'est pas ton ami, et les référencements que tu vas trouver quand tu vas taper un truc dans Google, c'est de la merde, parce que c'est les algorithmes de Google, c'est le mal. Voilà, c'est dit. Donc demande-moi, et je mets parfois beaucoup de temps à répondre aux commentaires, surtout que je ne reçois pas toutes les notifications, mais je suis là. Donc l'intime est politique, pour moi c'est important, et là c'est faire le lien avec ce que je disais auparavant sur l'artivisme. J'ai toujours eu envie de partir plus de mes expériences personnelles, voire extrêmement personnelles quand il s'agit d'intime, pour pouvoir porter des messages plus larges. Je vais aussi commencer à répondre à une des questions qui viendra par la suite.
Quand je fais des textes, en particulier en écriture automatique, ce qui est souvent le cas sur mes poèmes, hein, c'est l'écriture très libre, ça me vient comme ça me vient de très loin. C'est des choses que très longtemps j'ai vécues comme genre des trucs personnels ou qui me venaient de je sais pas où j'étais à la limite habitée ou poursuivie par des forces, etc. Et ça m'a pris du temps de m'en dissocier, de comprendre que dans le travail médiumnique, je ne dis pas que tout ce que je fais c'est du travail médiumnique, mais il y a une partie de ce que je fais en écriture automatique qui l'est. Il y a aussi quelque chose qui nous permet de comprendre ce qui est au-delà et de passer par le dedans et de toujours faire les liens. Et donc, c'est un peu la continuité de faire le lien entre l'individu et le collectif, entre la structure et le plus petit groupe, et puis de faire le lien entre l'intimité de notre vécu du mysticisme et les messages qu'on capte de divinité, d'entité, d'ancêtre, etc. Donc, il y a peut-être un peu de toutes ces questions. Dire que l'intime est politique et que l'intime doit être au cœur de mes récits, c'est aussi pouvoir parler de mon corps, avec de la vulnérabilité et aussi de la force, évidemment. C'est pas des choses qui sont contradictoires, bien au contraire. Et voilà, par la force des choses, le visuel est venu au cœur de ce que je faisais, parce qu'on est dans une société de l'image et que j'aime le kitsch, j'aime le beau, blablabla. Alors, ça a fait sens pour moi. La question de la transmission, comme je l'ai dit au début de mon blog, je voulais m'adresser aux personnes queer en priorité, féministes aussi, aux queens, aux trans, et à tous les déviants et les marginaux du genre, des genres, des sexualités. Et ça reste ma priorité. Et donc parfois on a l'impression que je suis là et que je fais entre guillemets de la vulgarisation. L'éducation c'est pas mon objectif. D'ailleurs si on me dit que je jargonne, mon objectif n'est pas forcément de vulgariser ou de parler à tout le monde ou blablabla. Si je le fais, tant mieux. Si ça touche des gens en dehors de mon public cible, de ce que j'estime être la communauté de base, mais tant mieux, c'est cool, c'est génial, mais c'est pas l'objectif, quoi. Pour moi l'objectif c'était de dire les 3/4 des trucs, à l'époque 95% des trucs qu'on lisait sur le tarot c'était super misogyne, mais il n'y a qu'à lire Jodorowsky et ton cerveau explose de misogynie hétéronormée de... je reviens. donc moi je voulais que les gens comme moi ou les complices ou les gens avec qui j'ai des affinités et tout, ils aient déjà ça à trouver sur leur route pour aborder le tarot avec un regard différent, mais dans le sens pas on est les autres, mais dans le sens queer, de revendiquer, d'être pas les putains de dominants, quoi. Et même si je suis dominante sur certains axes, on revient à cette question-là. Ça va être compliqué si j'ai envie de recommencer à parler de la grosseur et tout. Pose-moi des questions en MP si t'en as, la personne qui a posé la question, et les autres aussi, si vous voulez vous laisser en commentaire, et sur la prochaine vidéo de Q&A, je répondrai peut-être aux détails. Et j'avais proposé à la personne de commencer à répondre à ces questions en vidéo et que ça serait une façon une amorce à après aller plus en détail. Donc voilà, c'est parce que je pourrais littéralement parler de ça pendant 3 heures. Sauf que maintenant j'ai plus les cuillères pour parler pendant 3 heures. Vous êtes sauvés. J'ai presque fait sursauter le chaton. Oh, t'es tellement jolie, Babelute. Allez, so cute. Je continue quand même pour revenir sur des questions plus légères et taroteuses. Je suis pas partie des heures, mais j'ai quand même envie de passer à du plus moins. Je parle de moins. Bon, après c'est le principe d'un Q&A. Je parle dans tous les sens du féminisme et plus je suis là maintenant tout de suite. Quel est ton jeu préféré pour du divinatoire? Merci Fro pour cette question. C'est des choses que je suis vraiment plus à l'aise en parler à l'écrit, même si ça met souvent du temps d'arriver à me poser ça à l'écrit.
pour moi, la divination, je la comprends pas au sens strict qui est de prédire l'avenir, mais je la comprends d'être sensible à tout ce qui est de l'ordre de l'occulte, de l'invisible, des énergies, etc. Et donc, mon tarot est divinatoire sans être forcément prédictif, ce qui ne veut pas dire que parfois je ne fais pas des prédictions, mais ce n'est pas là-dessus que je centre ma pratique. Donc je définis quand même quasi exclusivement ma pratique comme divinatoire, même si je ne fais pas de prédiction. Donc c'est un peu à contre-courant. C'est Crystal de Power Femme Tarot qui parle souvent de ces questions-là, et voilà, je m'aligne derrière des personnes queer super intéressantes comme elle. Donc déjà c'est difficile. Si je dois faire du divinatoire pur, donc la prédiction de l'avenir, ça marche pas à tous les coups. Si je fais des trucs avec du Lenormand ou quoi, je fais de la merde. J'ai trop de pression. Je vais utiliser le... comment s'appelle-t-il en français, il a été édité le Tarot du bien-être, mais ça, c'était l'édition... Je sais pas comment ils ont été chercher un nom, c'est ridicule. Hein. Mais ça, c'était l'édition éphémère, soi-disant. C'est un peu une arnaque de l'autre. C'est un peu une arnaque de faire payer les gens super cher pour des éditions, des trucs auto-publiés, tout ça, pour après vendre ça comme une... Je suis polie. Des trucs mass market et tout ça. Mais donc, sa version originale s'appelle Antique Anatomy. Ça, c'est l'Ephemera édition. En anglais, il porte encore ce nom-là, mais apparemment, l'édition est vraiment pourrie. Donc, si vous devez l'acheter, peut-être qu'en français, c'est mieux. Ça s'appelle Tarot du bien-être, en dehors du fait que le titre est quand même assez bizarre. Il est vraiment beau. Et alors, j'ai le Oracle of Oddities, qui, là, pour le coup, je ne croyais pas du tout sorti en mass market. Qui est un truc que la créatrice avait sorti auparavant en 3 éditions. Donc j'ai payé les 3, c'est ultra cher ces trucs parce que j'adorais vraiment ça. Maintenant je considère presque m'en séparer à un moment. Donc en tout, c'était 30 cartes à chaque fois. J'en ai donné quelques-unes à des potes parce que tout le monde adore ce jeu. Mais voilà, il y a environ 90 cartes. Plus le tarot, ça marche vraiment assez bien. Et comme il a un côté très Marseille, on va dire, dans le sens où les mineurs sont peu illustrés, on est plus invité à fonctionner façon numérologie et tout ça. Ça a un côté très, très intéressant aussi avec les couleurs des fleurs, le type de fleurs, pour sortir avec des dates, des mois, etc. Je ne dis pas que je cautionne ce type de tarot. Pour moi, c'est très expérimental et je ne trouve pas du tout que ça fonctionne dans ma pratique à moi. Mais ça m'a déjà donné des résultats du tonnerre à certains moments. Donc si je dois faire du prédictif pur, je vais être là-dedans. Le Wooden Tarot et les oracles qui vont avec, j'ai le Earthbound Oracle en tout cas. Ça fonctionne vraiment pas mal. Donc des trucs avec pas du tout de personnages. Parce que ça va beaucoup m'embêter dans mon processus. J'ai le Ophidia Rosa Tarot et le Maiden Oracle qui sont un peu le même style. Hein. Donc les fleurs, moi ça m'aide quand même vraiment beaucoup en termes de symbologie pour avoir des flashs intuitifs, etc. J'ai pas des flashs en clairvoyance, clairaudience et tout ça, mais j'ai des flashs de connaissances comme ça. Donc ça c'est vraiment un style qui me convient bien. Et je ne sais plus duquel j'allais parler parce que je ne l'ai pas pris ici. Bon, bref. Voilà. Mais pour moi, divinatoire, du coup, et ça va répondre aussi à ta question suivante. Disons, donc on a le sens strict, ce que prédire l'avenir. On a mon sens très large et puis on a au milieu plein d'autres choses. C'est très liminal. Puis du coup, on aurait quand même pour moi quelque chose d'un petit peu plus large que le purement prédictif qui serait le tarot divinatoire, plutôt type médiumnique, canalisé, capter des messages qui viennent pas d'ailleurs, parce que c'est quand même nous, on est là, mais qui sont assez... juste canaliser des messages. Dans ce cas-là, c'est vrai que j'ai encore une fois une prédilection pour les tarots sans personnages. Donc ceux-là vont bien fonctionner, mais aussi il
faudrait que j'essaie un peu plus le Spacious Tarot. J'en garde certains pour répondre à tes questions après. Alors vous avez certainement compris dans mes autres vidéos, j'ai vraiment des tarots qui sont mes tarots. J'en ai plein, mais j'ai ceux que je vais vraiment toujours avoir à proximité près de mon hôtel et tout. Donc le Slow Roller, malheureusement épuisé depuis fort longtemps, vraiment formidable. Il y a peu de personnages, il y en a, mais c'est vraiment pas dérangeant, c'est varié, c'est... vous voyez, c'est vraiment pas la majorité, on voit rarement des personnages en entier. Je suis désolée, je suis loin pour la mise au point. Donc ça me donne des résultats de ouf. A priori, si je vais tirer les cartes pour des gens, à des événements ou quoi, ça m'arrive pas très souvent, parce que je suis vraiment nulle pour ce genre de choses. Et oui, mon CED a vraiment grignoté mon cerveau. Ça va être le Slow Roller, et même si je fais des consultations et que je n'ai pas le temps de réfléchir, et que voilà, je suis truc en ligne, quoi, à distance, c'est quand même ceux-là qui vont être ma base. Le Thea, là pour le coup, il y a des personnages, c'est le seul tarot avec des personnages qui est vraiment toujours dans ma liste des tarots préférés, quelle que soit la saison, l'humeur et tout. Je sais que ça va marcher. Et le Next World, mais du coup, je vais plutôt... C'est différent. Je ne vais pas vraiment dire que c'est un tarot qui est vraiment en phase pour moi pour le divinatoire. Et alors, au niveau des oracles, moi, je trouve ça moins fiable. Mais pour moi, hein, dans ma pratique, j'ai vraiment besoin du système auquel m'accrocher et ça me permet de pas trop partir dans tous les sens. Ça va figer un peu mon imagination débordante et ouais, ça va me permettre de pas trop partir. Et donc, du coup, y a un système qui est quand même assez bien conçu derrière le tarot de la dévotion, de Lepage Novembre. Ça, c'est vraiment formidable. Mais je l'utilise que pour moi. Et je l'utilise pour des questions avant tout spirituelles. Et ça marche incroyablement. Ça, c'est les cartes que j'ai tirées avant de faire la vidéo pour savoir un peu comment l'aborder. On a la transformation du tarot de la dévotion. Et on a le 8 de branche ou de bâton dans le Slow Roller. Beauté. Donc, je ne veux pas commencer les explications, sinon vous me connaissez, on n'est pas sorti. Hein. Ah oui, bah en réalité, dans l'absolu, ma réponse à cette question, ça devrait être une phrase. C'est le tarot, c'est un outil, c'est un support, c'est un truc vraiment formidable que j'adore. J'adore comparer les illustrations, blablabla, mais ça reste un outil. Le médium, c'est moi. Les messages, ils passent par moi. L'intuition, c'est moi, c'est mon corps. Ça peut venir de l'extérieur, mais c'est quand même ce corps-là, hein, ce cerveau-là, qui a la capacité de les transformer. En parlant de transformation, de les ordonner, de les mettre en mots, etc. Et donc, a priori, tout tarot pourrait me permettre de faire du divinatoire. Après, c'est vrai que, comme je suis très visuelle, que j'aime les jolies choses, enfin mon sens du beau moche, hein, le kitsch extrême, ridicule, on donne envie de vomir beaucoup de gens. Du coup, le visuel, ça compte, évidemment, mais dans l'absolu, ça pourrait être n'importe quel jeu. J'essaie de garder ça en tête, mais je sens beaucoup mes jeux, et je sens quel jeu j'ai envie de travailler quel jour. Si je vais tirer les cartes pour des gens, je vais souvent... voir un peu quelle carte sort pour voir un peu l'énergie du jeu pour la journée. Alors je personnifie artificiellement un petit peu mon tarot, quoi, mais voilà, il y a un peu de jongler là-dedans entre le côté, bien sûr le tarot n'est qu'un outil, mais en même temps je mets tellement de choses dedans et ces visuels peuvent toujours apporter tellement de subtilité, de choses différentes et tout. Et du coup, pour ta question suivante, as-tu des jeux que tu réserves pour des contacts auprès d'entités spécifiques ? A priori non, ça va dépendre aussi des saisons. Il y a des jeux que je vais plus garder en avant selon les périodes. Alors je peux dire, en théorie, quel tarot va avoir la vibe de quelle saison. Dans la pratique, c'est quand même beaucoup plus fluctuant que ça. Donc, voilà.
en théorie non, mais oui, parce que à certains moments, je vais être plus attirée par un jeu ou par un autre. Et aussi, ce que je pense comprendre dans ta question réservée, ou en tout cas ce à quoi ça me fait penser, c'est vraiment de mettre des tarots de côté pour des usages spécifiques. Bah, comme je l'ai dit, hein, j'ai jamais tiré les cartes pour d'autres gens, par exemple avec le tarot de la dévotion, qui n'est pas un tarot classique et qui est plutôt un oracle mystique, à mon sens. Je ne me verrais pas du tout l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est vraiment un contact direct avec le divin, et en particulier en tant que polythéiste, avec les divinités avec lesquelles je travaille. Moins un outil ancestral d'ailleurs. Et il y a des moments où je réserve des jeux pour mon travail personnel. Je fais même pas de lecture avec eux sur Instagram ou des trucs comme ça. C'est surtout sur Instagram que je partage sur les jeux, mais ça c'est vraiment fluctuant, j'ai pas de règles. Mais là j'ai noté déjà quelques trucs, hein. Donc le TA et le slow roller, je vous ai dit, c'est vraiment la base de la base des tarots que je vais sortir pour tout. L'oracle de Oracle of Oddities et machin, ce qui est dans ce petit pochon vintage fabuleux, un velours. J'ai quand même une très bonne vibe pour travailler avec les esprits, genre les ancêtres, les esprits des défunts et tout, mais c'est pas du tout quelque chose que je fais, genre, c'est pas un truc qui est ancré dans ma pratique. Mais si je dois le faire, alors ça, c'est vraiment top. Ou de discuter avec des divinités de la mort et des morts pour ça. C'est un peu contre mon gré, hein, que ça m'arrive d'avoir des flashs, des rêves prémonitoires et tout par rapport à la mort. C'est pas forcément quelque chose sur lequel je me dis trop envie de travailler avec ça. Ça m'éclate. J'ai pas peur de la mort ou des trucs comme ça, c'est juste pas vraiment quelque chose que j'ai envie de développer. Aussi, au niveau du travail avec les ancêtres, c'est un tarot que j'ai reçu pour écrire des reviews pour Little Red Tarot. Et j'ai plein de problèmes avec ce tarot, mais vraiment plein, et je souhaite pas en parler parce que j'ai pas envie de dénigrer le travail de l'autrice et tout, et j'ai pas vraiment envie de rentrer dans les détails, c'est très personnel. Mais il donne des résultats extraordinaires pour travailler avec les ancêtres, c'est incroyable ce truc, mais vraiment fou. J'ai utilisé ces deux cartes-là pour un tirage récemment de Carlotta. Pour le fait de travailler avec les esprits des lieux. Stockage presque plein, ok. Je commençais à avoir un message d'erreur sur mon téléphone, donc c'est la preuve qu'il va falloir que j'arrête, sinon je vais peut-être même pas pouvoir enregistrer. Je me vois plus, je suis bloquée par le message. Mais en fait, je trouve qu'il y a un problème de féminisme avec ce tarot-là. Je trouve que ça va pas, et en même temps, j'ai l'impression quand je pense à toutes les violences sexistes qu'ont subies mes ancêtres, en fait, il me connecte super fort à ça. Et je crois pas que c'est l'intention primaire, mais je crois qu'avec toi, j'en ai déjà discuté. Hein, parfois, c'est des jeux qui dépassent les intentions de leurs créateurs et créatrices. Et elle avait beaucoup de super intentions derrière ce jeu, d'ailleurs, la créatrice, qui donne les résultats les plus formidables, quoi. Je vais rester sur la mort. Donc voilà, celui-là, extraordinaire. Mais il est déjà réservé, je le donne. Je le revends à quelqu'un. Je vais pas essayer de le remettre, je vais casser la boîte. Alors là, c'est compliqué parce qu'on va rentrer dans le travail avec les esprits du lieu dont je parlais justement du challenge de Carlotta et tout ça. Et ça va répondre à ta question suivante, Fro, qui est sur mon usage du tarot quand je me promène. Mais alors, on ouvre une boîte qui va nous faire parler de plein de choses. J'étais trop emballée en fait de parler de cette question-là parce que c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur. Mais donc, à mon avis, je vais finir ma réponse à cette question-ci dans la vidéo suivante en partant directement vers la question suivante. Mais non, donc j'ai pas des tarots que je réserve pour des entités spécifiques, mais je le fais un petit peu au feeling. Et j'expliquerai mieux dans la prochaine vidéo, promis. Donc là, si je fais ignorer, il va m'enlever mon petit message et je vais pouvoir vous dire au revoir tranquillement. Ok, cool. Ça part un peu... comment on dit ça en nœud de boudin? J'ai toujours envie de dire queue de boudin, mais c'est nœud de boudin, hein, c'est ça? Je ne sais, non. Ah, mais je ne connais pas toutes les expressions, je ne suis pas française. Je ne suis pas cultivée et tout comme ça. J'avais envie de parler de quoi? Non. C'est ça, bon, j'ai un peu abordé déjà dans la question précédente tous les tarots
sur ces usages avec les entités. J'ai pas du tout envie de définir entité ni rien, mais j'ai trop hâte de faire la prochaine vidéo pour commencer par ta question sur... Peux-tu nous parler de ta pratique du tarot quand tu te promènes? Ah, Sharon, dans là, ma petite bête d'amour toute minuscule, tout. J'arrive. Voilà, donc 49. Ne casse pas tout, chérie, je t'aime, j'arrive. Ne mange pas mes fleurs. À la prochaine vidéo, bisous. Merci d'avoir posé tes questions.